Alors, dernière partie qu'on vous propose avant de terminer. Alors, j'espère que les uns les autres, notamment celles et ceux qui n'ont pas leur caméra en ligne, ont pu manger. Voilà, je propose qu'on termine avec le dernier quart d'heure sur une partie qu'on a intitulée Quelle justice par et pour les enfants. Alors, c'est-à-dire que on souhaiterait un peu aborder différentes choses dans cette dernière partie avec nos intervenants et intervenantes. Alors d'abord, rapidement, peut-être vous faire réagir sur ce qu'on appelle la justice pour les enfants. Ce qu'on appelle la justice pour les enfants, c'est en référence à tout ce mouvement, notamment dans le milieu juridique, je dirais, et même au niveau international, un mouvement qui pousse à penser concrètement des améliorations de l'effectivité de l'accès des enfants aux droits et aux institutions judiciaires. Donc, ça fait à peu près une dizaine d'années que l'UNICEF, le Conseil de l'Europe, des associations professionnelles internationales, même en France, le Défenseur des droits ou la CNCDH. Bon, voilà, donc des organes, on peut appeler ça peut-être des groupes de travail internationaux, des institutions internationales pensent l'amélioration de l'effectivité de l'accès des enfants aux droits et à la justice. Et ce que les travaux de ces différents groupes et institutions proposent sont assez, disons, se répondent assez bien, hein, puisqu'en fait tout le monde dit un peu les mêmes choses. Tout le monde dit qu'il faut améliorer la représentation des enfants. Alors personne ne dit qu'il faut supprimer la catégorie enfant, hein, mais on pourrait peut-être commencer par là. Mais si on part du postulat qu'on garde cette catégorie, voilà, là dans l'ordre social tel qu'il est, alors améliorer leur représentation, la représentation de leurs intérêts, améliorer également les conditions de participation effective, donc comment ils ont l'information, ils et elles ont les informations, comment ils et elles peuvent exprimer leur point de vue, comment on recueille le point de vue d'ils et elles, parce que c'est pas que quand eux et elles veulent spontanément s'exprimer, c'est aussi comment est-ce qu'on recueille leurs paroles, donc avec les différentes techniques d'audition ou cadres aussi pour leur permettre de participer. Et donc dans tout ce mouvement de réflexion, je vous invite à aller voir, hein, voilà, à chaque fois c'est des recueils de recommandations ou des grands textes internationaux. Il y a deux idées qui, nous, très concrètement, en tant que professionnels droit en France, nous ont interpellés. Alors, il y a une première expérimentation qui est déjà en place dans plusieurs juridictions en France, c'est celle de l'avocat automatique en assistance éducative. Donc, on a un article dans la revue délibérée dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui est co-signé par une juge des enfants et une avocate de Nanterre, qui explique un petit peu que donc elles ont participé à cette expérimentation à Nanterre de désignation automatique d'un avocat aux côtés des enfants en assistance éducative. De façon totalement, je dirais quasiment illégale, puisque la loi, elle, définit assez clairement le cadre dans lequel cette désignation d'avocat en assistance éducative, donc c'est-à-dire les enfants à protéger, toujours avec beaucoup de guillemets, surtout après tout ce qu'on s'est dit depuis 1h45, j'ai un peu honte de parler comme ça des enfants, de la protection du travail judiciaire. Mais pour ces enfants à protéger avec des grosses guillemets, la loi pose un principe, c'est celui donc du droit à l'avocat si l'âge et le degré de discernement le permettent. Alors c'est quand même incroyable parce que c'est-à-dire que on considère qu'il faut que les enfants aient déjà un certain âge et un certain degré de discernement pour avoir droit à un avocat. Alors qu'on pourrait considérer l'inverse, que l'avocat étant un garant de l'accès au droit, il faut au contraire permettre à un enfant qui n'aurait pas l'âge et le discernement suffisant d'avoir un avocat pour que ses intérêts soient réellement représentés. Bon, en tout cas, voilà ce que dit la loi en l'état. Et donc au moment où délibéré était sous presse, le CNB, donc le Conseil national des barreaux, donc disons l'organisme qui relie l'ensemble des barreaux, puisque la profession d'avocat est organisée en barreaux, mais c'est-à-dire de façon décentralisée.
donc l'organe un peu central qui chapeaute la profession d'avocat, a adopté une motion en Assemblée générale, donc le 4 juin 2021, pour réclamer un changement de la loi et, disons, tirer un bilan positif des différentes expérimentations déjà en cours et dire, voilà, il est temps que la loi change. Alors, on a un premier article sur cette expérimentation, et puis on a un autre article, ça c'est un article que j'ai signé, qui est un article sur la façon dont, dans certains pays, notamment sous l'influence de ce mouvement international d'amélioration de l'effectivité de l'accès aux droits des enfants, on réfléchit à d'autres techniques de rédaction des jugements en matière de toute décision qui s'appliquerait à des enfants. Donc, ça concerne autant les décisions au pénal qu'au civil, les décisions des JAF, les décisions des juges des enfants, donc des méthodes de rédaction qui peuvent soit impliquer que le jugement soit entièrement rédigé sous une autre forme, soit que le jugement soit accompagné d'une notice explicative du contenu du jugement, donc une notice explicative qui serait rédigée uniquement à destination des enfants, soit un mélange des deux, soit à l'inverse une forme complètement différente, notamment pour les très jeunes enfants, donc avec des dessins ou avec des schémas pour expliquer la décision du juge. Et donc ça repose beaucoup sur les juges, hein. Donc aujourd'hui, c'est uniquement des initiatives individuelles. Moi, j'ai pu prendre connaissance de certaines décisions qui ont été diffusées en Hollande, en Angleterre, mais évidemment, il y a peut-être déjà des pratiques dont on n'a pas connaissance. Et aujourd'hui, en Angleterre, il y a un laboratoire à Liverpool qui travaille précisément sur, en gros, les méthodes de rédaction des jugements et spécifiquement sur ce travail de rédaction des jugements à l'égard des enfants, puisque c'est évidemment l'idée que on peut pas, enfin, à un moment donné, il y a une limite à la fiction juridique de l'enfant comme sujet de droit, même si c'est moins que les autres. C'est quand même qu'il puisse avoir connaissance de ses droits premièrement, et puis que quand le droit s'applique à lui et à elle, il puisse en avoir correctement connaissance. Voilà, parce que utiliser des formules un peu ésotériques dans nos jugements, c'est un obstacle majeur à la compréhension d'une façon générale pour les personnes à qui ces jugements s'appliquent. Voilà, ça concerne autant, pour le coup, voilà, voilà un exemple qui permet de voir à quel point la frontière entre enfants et adultes, a ses limites, puisque le problème il se pose quand même pour tout le monde, mais encore plus, disons, de façon encore plus criante pour les enfants, en tout cas dans l'imaginaire populaire. Alors, je vois qu'Antoine Béchet demande des références. En toute modestie, je veux orienter vers l'article de Délibéré. Et puis, en fait, justement. Voilà, et que dans l'article de Délibéré, en note de bas de page, j'ai laissé l'accès aux différentes décisions en question. Voilà, alors peut-être déjà sur ces deux pratiques pour améliorer l'effectivité des droits, du droit d'accès des enfants à la justice, avec toujours beaucoup de guillemets partout. Est-ce que Lies, tu veux réagir? Et puis peut-être Tal ensuite, avant qu'on aborde pour conclure la question de la justice par les enfants, parce que je voudrais vous interpeller aussi sur des expérimentations qui ont pu être menées de justice qui est rendue par les enfants même. Alors, Lies, peut-être... Il faut quand même qu'on libère nos otages maxi pour 14h15 parce que la visio est prise par le... Oui, absolument, absolument. Voilà. Donc juste, on se fixe cette limite. Tout à fait. Merci Anne-Laure. Bon, ben je vais faire rapide, mais sur l'avocat d'enfant obligatoire, moi j'aurais énormément de choses à dire puisque ça fait partie des revendications qu'on porte à l'association Repère, qui est une association d'anciens enfants placés. J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle, c'est que le gouvernement, dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la protection de l'enfance en commission des affaires sociales avant-hier, a refusé d'étendre l'obligation d'être assisté d'un avocat pour tous les enfants placés, qu'ils soient discernants comme non discernants. Donc pour nous, c'est un vrai problème puisque quand on refait le cheminement de toutes les étapes de notre placement et de toutes les fois où si on avait pu bénéficier d'un avocat, ce que ça aurait pu générer, eh bien c'est très frustrant. Moi, par exemple, je vais être très concret sur cette question de l'avocat d'enfant obligatoire.
Moi, j'ai été placée à la naissance parce que ma mère biologique a une maladie mentale, elle est sous tutelle, et malgré son statut d'être sous tutelle, elle a conservé l'autorité parentale pendant 18 ans sans que je ne la voie ou que je ne vive avec elle de manière régulière. Et tout ça, évidemment, a des conséquences dans nos vies, puisque le maintien de cette autorité parentale à ma mère qui était sous tutelle a empêché finalement à ce que je puisse bénéficier d'une adoption simple qui, je le rappelle, est avant tout une mesure de protection de l'enfance. Par ailleurs, je trouve qu'il y a un vrai, ça rejoint ce que je voulais dire tout à l'heure, mais sur le précédent débat sur les questions d'autorité parentale, de responsabilité parentale, moi je crois qu'il y a une vraie amalgame en France entre la filiation et l'autorité parentale, et on a tendance encore à sacraliser finalement les liens du sang, et je crois que c'est ce qui explique cet amalgame avec l'autorité parentale. Donc il y a aussi un vrai travail de pédagogie à faire sur ces notions-là, et toujours resituer que l'autorité parentale, c'est certes des droits, mais c'est surtout des obligations qui sont prévues par le code civil, et que si ces obligations ne sont pas respectées, il est tout à fait normal de ne plus pouvoir bénéficier de l'exercice de cette autorité parentale. L'avocat d'enfant, il peut avoir plusieurs utilités. D'une part, permettre au juge des enfants d'être mieux éclairé dans ce qui touche au statut juridique de l'enfant. Est-ce que oui, on maintient l'autorité parentale en cas de délaissement parental? Est-ce que non, on ne le maintient pas? Et dans ces cas-là, quelle piste de vie, quel projet de vie on va élaborer avec et pour l'enfant? Mais ce n'est pas le seul rôle. L'avocat, il a aussi cette importance de veiller à la stabilité dans les parcours. Quand on a des changements de lieu de placement de manière fréquente et répétée, ce qui arrive dans énormément de situations d'enfants placés, l'avocat a ce rôle de vigie où il peut aussi, dans le cadre de ces procédures-là, faire porter, en tout cas porter la parole de l'enfant, ses désirs, ses souhaits, et notamment pour les petits-enfants, si les liens d'attachement avec la famille d'accueil sont forts, etc. Donc c'est aussi faire valoir ces différentes expertises qui ne sont pas forcément encore entendues au moment des audiences, et je pense particulièrement aux familles d'accueil ici, qui dans beaucoup de juridictions n'ont pas encore leur place auprès des enfants dans le cadre de ces audiences en assistance éducative, mais surtout l'avocat d'enfant, s'il est rendu obligatoire un jour, il peut être un excellent interlocuteur pour l'enfant afin qu'il puisse révéler les violences qu'il subit dans les institutions de protection de l'enfance et plus généralement dans le système. Parce que quand on est un enfant placé et qu'on est particulièrement donc, en foyer ou en famille d'accueil, on a énormément de difficultés à révéler les violences qu'on subit. D'une part parce que ce sont des violences qui sont extrêmement banalisées. Il y a une très bonne étude qui a été publiée il y a quelques jours sur les violences institutionnelles par l'INED et qui reprend des données de l'étude ELAP, donc de l'étude longitudinale sur les placements, et qui dit quelque chose de très simple, c'est que plus les placements sont longs et plus la banalisation des violences institutionnelles est présente. C'est-à-dire que quand on est confronté à un seul modèle ou en tout cas à une réalité violente dès le plus jeune âge ou pendant un temps régulier, eh bien ce phénomène-là prend plus de place, et les enfants placés le plus tardivement ont tendance à moins parler des situations problématiques liées à leur placement, puisque ces situations souvent sont considérées comme moins graves par rapport à la situation qui aurait justifié le placement. Donc l'avocat a vraiment un rôle très important dans la dénonciation de ces faits, mais surtout il a un rôle pour les faire arrêter, pour les faire cesser, et il a un rôle pour les prévenir. Donc pour nous, l'avocat obligatoire, c'est vraiment la réforme la plus basculante en protection de l'enfance, puisqu'elle permettrait de resituer l'enfant non pas en tant qu'objet de la procédure, mais en tant que sujet de droit. Et je crois que là, c'est là que tout réside l'intérêt de cette mesure. Voilà, Perspective de combat commun, l'IS, pour nous. Alors juste, il est 14h04, peut-être. Ouais, juste la dernière chose quand même par rapport à... Parce que l'avocat d'enfant obligatoire, ce n'est pas la seule chose qu'il faut évidemment mettre en place. Ce qu'il faudrait également mettre en place, c'est la possibilité de pouvoir saisir le tribunal administratif. Parce que, en fait, on a tendance à oublier que les décisions de l'ASE sont des décisions souvent administratives. Alors, pour les questions de changement de lieu de placement, évidemment, les présidents de département ne prennent jamais d'arrêté pour motiver ces changements de lieu de placement, alors même qu'elles ont un impact très concret, très réel dans nos vies parfois
parfois très négative aussi. Et donc, si on avait la possibilité de pouvoir avoir accès au tribunal administratif en cas de décision du département qui nous ferait greffe ou en cas de préjudice subi lié à ces décisions, je pense que ça ferait avancer aussi grandement la protection de l'enfance et ça permettrait, et le contentieux, notamment en protection de l'enfance, permettrait, je crois, de faire changer radicalement la manière dont on traite les enfants dans le système. J'aurais beaucoup de choses à dire, évidemment. C'est extrêmement frustrant, d'autant que sur les jugements aussi rédigés pour les enfants, j'imagine que tu aurais beaucoup à dire. On aurait même beaucoup à se dire. Moi, je l'ai pratiqué une fois et j'en tire j'en parlais avec Anne-Laure en préparant tout ça. J'ai pratiqué une fois la lettre à une mineure. C'était quand j'étais juge d'instruction, c'est une mineure pour lequel j'avais demandé de la détention provisoire qui ne s'est pas du tout déroulée comme je l'avais envisagé initialement. Et donc, elle m'avait interpellée pour savoir par écrit pourquoi est-ce qu'elle était en détention. Donc, je lui avais expliqué ma décision, une décision que j'avais déjà rendue, mais j'avais donc fait une lettre spécifiquement pour elle. Et dans cette expression directe du juge au mineur, en dehors de la décision du juge, moi, ce que j'ai remarqué, c'est à la fois la façon dont ça nous engage, nous, en tant que juges, beaucoup plus personnellement. Voilà. Quand on doit s'expliquer dans des termes simples et quand on doit avoir le souci d'être compris. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le travail de la juste distance du magistrat dans cette question de ses écrits. Et ensuite, moi, la deuxième frustration, et c'est pour ça que je t'en parle, voilà, avant de peut-être donner la parole à Tal sur la réaction des jugements pour les enfants, c'est que moi, mon vécu, quand je l'ai pratiqué, ça, donc il y a quelques années, mais c'est le sentiment ensuite de ne pas avoir pu être, à la hauteur de ce que je donnais de moi dans cet engagement. C'est-à-dire que quand on écrit directement à un mineur et que donc on s'engage aussi personnellement dans une situation, et que institutionnellement, pour des tas de raisons, parce qu'on est dans une situation donnée d'un mineur, il y a des acteurs multiples, les choses telles qu'on les envisage ne se passent pas du tout telles qu'on les envisage, ou qu'il y a des défaillances. Voilà. Et ben, c'est d'autant plus compliqué. Je trouve que c'est comme si on crée une attente qu'on sait pouvant être potentiellement déçu. Alors toi, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus parce que sur la méthode de rédaction des jugements pour les enfants, peut-être moins, mais sur la réception de jugements qui sont rédigés pour les mineurs, est-ce que y a pas un risque, c'est de créer l'illusion d'une proximité avec son juge ou l'illusion de pouvoir s'appuyer sur un juge qui serait plus engagé, plus proche, plus présent, plus dans la compréhension, alors qu'en réalité, pour des tas de raisons institutionnelles, c'est pas le cas. Franchement, sur cette question, alors, j'allais poser la question à Lies, mais si tu veux... Ah oui, voilà, vas-y. J'allais dire, j'ai vraiment rien à dire de particulier. Oui, je pense que Lies a plus Lies, oui. D'accord. Tu la reformules, parce que je n'étais pas concentrée au moment où tu l'as posée. Je disais qu'en fait, avant de laisser la parole à Tal sur toutes ces questions-là, je voulais t'interpeller, toi, Lies, sur cette question de la rédaction des jugements pour les enfants quand elles sont rédigées par les juges. Est-ce que je donnais l'exemple de moi, un dossier dans lequel je l'avais pratiqué et où j'ai pu observer que finalement, ça m'a positionné de façon beaucoup plus proche de la mineure à laquelle je m'adressais, de façon beaucoup plus engagée auprès de la mineure. Et pour autant, institutionnellement, les choses n'ont pas suivi. C'est-à-dire qu'institutionnellement, les choses ne se sont pas du tout déroulées comme moi je l'envisageais, parce que pour des tas de raisons liées au dysfonctionnement qu'on connaît bien. Et donc, je me demandais si dans cette... un peu par esprit critique, hein, là c'est un peu pour provoquer la discussion, parce qu'on peut très bien dire rédiger les jugements pour les enfants, c'est très très bien. Mais la question c'était, est-ce que toi, en tant qu'ancien enfant placé, donc qui a été beaucoup confronté à l'institution judiciaire, tu perçois ça comme quelque chose d'uniquement positif, ou est-ce que tu ne trouves pas que ça peut créer une attente qui sera forcément déçue? Est-ce que tu ne trouves pas que ça peut être un peu l'illusion d'une proximité avec son juge, ou donner l'illusion d'un engagement du juge qui, en fait, pour des tas de raisons institutionnelles, ne pourra pas aboutir?
Moi, je crois qu'en fait, là, quand on est un enfant placé, on a une tendance aussi enfin, c'est pas aussi, c'est on sacralise le rôle et l'importance du juge. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs, on se l'attribue. C'est mon juge, c'est ma juge. Donc, il y a vraiment quelque chose de très personnalisé autour de cette relation. Et pour le coup, c'est la personne que l'on voit le moins dans le système de protection de l'enfance. Moi, je crois que j'ai dû voir j'ai jamais eu le même ou la même juge en 18 ans de placement. Donc, je la voyais tous les 2 ans. Mais du coup, moi, je pense que ce qui est surtout très intéressant, en fait, pour moi, ce qui est important à anticiper, c'est pas tant la restitution enfin, si c'est la restitution dans un langage adapté pendant la minorité, parce que c'est intimidant, ça fait peur, on comprend pas forcément tous les tenants, les aboutissants, notamment sur les droits de visite et d'hébergement, on peut être un peu comme ça, pas pris au dépourvu, mais se dire bon bah maintenant, du coup, l'année dernière, je voyais ma mère une fois tous les mois. Là, le juge a demandé finalement que ce soit une fois tous les 2 mois, mais du coup, pourquoi? Enfin voilà, donc il y a des questionnements très pratico-pratiques autour de ça, où on aurait besoin éventuellement d'un feedback du magistrat pendant notre minorité et dans cette temporalité-là. Mais ce qui pour moi est le plus important, c'est la consultation du dossier judiciaire à l'âge adulte. C'est là où finalement l'étayage du juge, ou en tout cas le retour que peut faire le juge sur sa compréhension de notre situation et donc du dossier au moment où les écrits ont été rédigés, c'est ça qui importe. Parce que quand on grandit, quand on est un enfant, on ne se pose pas toutes ces questions. On ne va pas chercher à aller regarder les ordonnances. D'ailleurs, on n'en est quasiment jamais destinataire. Ce n'est pas nous qui les recevons. Ou quand bien même elles nous seraient directement adressées, les éducateurs ne nous les donnent pas. Elles sont mises dans notre dossier administratif et puis basta. Mais à l'âge adulte, pour beaucoup d'enfants placés, il y a une nécessité quasi identitaire, de quête d'identitaire, de mieux comprendre les raisons de son placement, de mieux comprendre ce qui a motivé les adultes à ordonner telle chose plutôt qu'une autre, à avoir maintenu tel lien plutôt que de l'avoir distendu, à avoir choisi de déplacer l'enfant dans un autre département ou de le reconfier à sa famille, etc. Donc c'est autant de choses qui nous constituent finalement en tant qu'enfants et qui nous constituent également notre identité à l'âge adulte, puisque les décisions que vous prenez auront cet impact-là, du fait notamment des conséquences que ça aura dans le parcours. Donc pour moi, l'important, c'est une fois adulte, au moment de la consultation du dossier judiciaire, et de plus en plus d'enfants placés demandent à avoir accès à leur dossier judiciaire à l'âge adulte, parce qu'il y a aussi derrière, il ne faut quand même pas être naïf sur la question, il y a derrière cette suspicion où on se dit tout ne m'a pas été raconté, les violences que j'ai subies, est-ce qu'elles figurent dans le dossier? Et si elles figurent dans le dossier, pourquoi moi je ne les ai pas vues? Voilà, c'est des questions très, très fortes finalement. Et c'est là qu'on a besoin de vous, moi je pense. C'est surtout à cette étape-là qu'on a besoin de vous. Et c'est à cette étape-là finalement qu'il faudrait instituer quasiment un droit au retour, à réavoir peut-être une audience. Moi je me dis finalement, en venant là, en discutant comme ça, je me dis peut-être que ce qui serait intéressant, ce serait de rendre possible, alors non pas obligatoire, mais possible d'avoir une audience à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans, avec son juge pour avoir ce retour-là sur le placement. Moi, je pense que c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup, Lies. Alors peut-être, ce qu'on va faire, c'est directement passer à la toute dernière question sur la justice rendue par les enfants. Et puis ensuite, si Tal, Wilfried veulent ajouter quelque chose, la question de la justice rendue par les enfants, là, c'est une... Je vais vous renvoyer à l'interview de Wilfried dans Délibéré, puisque Wilfried, on t'a interpellé, donc là on quitte un petit peu le champ de ce qui existe aujourd'hui et de la façon dont l'institution judiciaire peut améliorer la place des enfants dans son fonctionnement. Là, on part carrément sur d'autres expérimentations alternatives et je t'avais interrogé sur ton regard sur une expérimentation qui a été menée par Janusz Korczak, qui est un pédiatre polonais dont le parcours est très intéressant et les travaux également, mais qui lui a mis en place dans les orphelinats dont il a eu la responsabilité avant 1920, donc 1912-1919, des systèmes de tribunaux gérés par les enfants qui, à partir de règles préécrites, étaient chargés de rendre la justice au sein de
l'orphelinat, en cas de litige entre enfants, mais aussi en cas de litige entre enfants et adultes. Et les enfants statuaient sur ces litiges en dehors de l'intervention de tout adulte, si ce n'est un rôle assez secondaire de prise de notes et de garant un peu de la procédure. Voilà, alors je t'avais interpellé sur cette expérimentation. Tu m'avais dit que cette expérimentation, tu n'en avais pas connaissance, mais que toi, en revanche, tu avais assisté à une expérience de justice rendue par des enfants dans un établissement scolaire autogéré où tu faisais un travail de terrain, Wilfried, et tu nous avais fait un commentaire très intéressant de cette expérimentation de justice rendue par les enfants. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Ouais, honnêtement, ça serait trop long, mais je serais curieux de savoir, peut-être Tal, il veut peut-être en dire tu veux peut-être en dire un petit mot. Moi, j'avais simplement fait je pense que les lecteurs verront dans la revue. En fait. En tout cas, tu avais expliqué que ça paraissait plus intéressant de conserver un espace pour rendre la justice qui soit autonome du groupe social où la justice soit rendue, parce que qu'il ne fallait pas oublier que quand on rend la justice, on véhicule beaucoup de violences symboliques et que c'est toujours plus facile de se prendre cette violence symbolique quand la justice elle est rendue par des acteurs qui sont extérieurs au groupe social auquel on appartient. C'est ce que tu avais expliqué dans la revue. Ouais. Alors, est-ce que Tal, tu veux réagir du coup ? Pardon, Tal, du coup, tu veux peut-être prendre la parole. On a le temps parce qu'en statut d'animateur de la rue, j'ai vu que ça finissait à 15. Oui, absolument. On va te laisser peut-être le dernier mot pour conclure. Ouais, on va conclure parce que je pense que... Ouais, concluons parce pour rendre l'antenne. Ok. Il faut qu'on mange, il faut le dire au bout d'un moment. Ouais, et puis si c'est long, je pense même pour nos auditeurs et auditrices. Très bien, ok. Pas que du lecture intellectuelle. On s'arrête là alors du coup. Merci beaucoup à tout le monde. Beaucoup. On espère évidemment que tout le monde va s'abonner, faire abonner, offrir des abonnements de la revue délivrée. Et on se reverra pour d'autres webinaires à partir de la rentrée. On va essayer de systématiser ce genre d'événements. Et puis vraiment un grand merci à Wilfried, à Lies et à Tal.